Bonjour, bienvenue à l'Instant Talk. Je suis Daniel, cofondateur de Nextra, un hub d'innovation conçu pour les entrepreneurs et les intrapreneurs. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Juan Vicuna. Juan, pour te présenter rapidement, tu es originaire du Chili, tu es tombé amoureux de la France lors de tes études, et après 15 années passées à la CMA-CGM, avec une aventure entrepreneuriale, tu as décidé de créer ton projet et d'entreprendre avec Foudia. Exactement. Bienvenue, Juan. Comment ça va? Merci Daniel, c'est un plaisir pour moi d'échanger avec toi. Je te remercie et honoré, en plus de faire partie de tes premiers invités. Donc, merci beaucoup. C'est un plaisir. Ça fait longtemps qu'on pensait à toi, justement, dans la programmation. Et c'était naturel qu'on commence par toi. Alors Juan, une question qui brûle les lèvres. Est-ce que tu es tombé dedans comme dans la marmite, dans Dans l'entrepreneuriat? l'entrepreneuriat, Oui. j'ai envie de te dire oui. C'est vrai que depuis mon plus jeune âge, j'ai le souvenir d'avoir essayé de monter des projets, du plus basique au plus ambitieux maintenant. Et en plus, je crois que c'est dans l'ADN de ma famille. Sur 4 frères et sœurs, on est 3 entrepreneurs. Donc, oui, je pense que c'est dans notre ADN et dans une envie profonde d'être mon propre patron, je pense. Est-ce que ce sont des membres de ta famille qui t'ont poussé finalement, ou c'est vraiment par inspiration d'un côté de ta famille, d'un autre côté, je sais pas, l'environnement, l'école que tu... En fait, aujourd'hui, j'ai une double casquette Chili-France. Et j'ai envie de te dire, au Chili, c'est différent. L'entrepreneuriat est quelque chose d'assez naturel, beaucoup plus simple et moins lourd à monter, avec moins de risques à la clé, évidemment. Donc, du coup, pour moi, je n'ai jamais ressenti cette peur de l'entrepreneuriat, ni cette peur de la paperasse, si je peux le dire, qui existe en France. Et du coup, oui, dans ma tête, il n'y avait pas de problème à se lancer dans l'entrepreneuriat. D'ailleurs, je suis à mon troisième projet en France déjà. Donc, oui, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui était intégré comme quelque chose dans le domaine des possibles. Mais je crois savoir que c'était pas forcément ta première choix de vie, entre guillemets, ton premier Exact. choix de vie. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Ouais, c'est drôle en fait. J'ai toujours eu envie d'avoir un travail qui ait du sens, qui ait du sens dans la vie de tous les jours. Donc, mon premier choix de vie, c'était plutôt pompier. Mon père voulait une carrière militaire. Donc, oui, non, j'étais pas forcément destiné à ça. Par contre, effectivement, euh, je me suis rendu compte naturellement que j'avais une appétence pour le commerce. Et donc, du coup, le plus je grandissais, le plus j'avais d'expérience, je me rendais compte que j'étais pas trop mauvais là-dessus. Et du coup, je me suis lancé de plus en plus sur le commerce. Mais effectivement, comment donner du sens au commerce et pas qu'on pense au commercial comme le requin du coin qui cherche juste à se mettre plein la poche. Oui, finalement, c'était l'envie de créer une aventure. Ouais, Et ça s'est manifesté très tôt. ouais. Et tu m'avais parlé justement d'une petite affaire que tu avais montée avec sur les sacs. J'étais à l'école primaire d'ailleurs. J'avais, j'avais fait une petite affaire où je portais les sacs de mes camarades de classe. Parce que en fait, l'entrée de l'école était très loin de la salle de classe. Et donc, du coup, bah, je les accueillais à l'entrée de l'école. Je portais 5-6 sacs. Je les ramenais jusqu'en classe. Et je crois que je me faisais payer 50 centimes à l'époque. Bon, pendant une soirée de mes parents avec des copains, ce sujet est sorti comme quoi je travaillais illégalement à l'école. Je crois qu'elle n'était pas très fière, mais ça, je crois que c'est le premier souvenir d'une première affaire que j'ai voulu monter. Ça a été tué dans l'œuf par mes parents, je crois. Alors qu'il y avait un marché. Alors qu'il y avait un vrai marché, hein, une école assez grande, donc il y en avait un vrai marché. J'aurais dû penser comment escaler ce business, mais après je suis parti sur plein de choses derrière. Plus en grandissant, mais j'ai loué des discothèques, organisé des soirées, j'ai de la vente de fromage, et pour aboutir au Chili, dans une société de distribution de café avec 2 copains, quand j'avais 20 ans, 22 ans, qui commençait à marcher doucement au moment où j'ai eu l'opportunité de partir en France. Donc je suis parti, j'ai vendu mes parts.
Et 1 an et demi après, ils ont vendu cette société 2 millions de dollars. Une belle réussite pour lesquelles je n'ai pas trop bénéficié, mais une belle réussite. Tu as participé en tout cas. Exactement. Moi, la partie la plus dure, qui est le démarrage, mais ouais, j'ai participé. C'est vrai que c'est un grave démarrage. Ouais, ouais. Et justement, c'est encore une fois par rapport à tes études que tu es arrivé un peu, comment dire, c'était pas prévu en fait ce départ en France. Comment c'est arrivé? Non, et je pense que c'est vraiment c'est un peu une destinée parce que mon arrière-arrière-arrière-grand-père était français. Je l'ai su au moment où j'étais accepté pour venir faire un MBA en France. Et de plus, j'avais déjà voyagé un peu à l'étranger. J'avais vécu aux États-Unis, j'avais vécu en Australie, en Nouvelle-Zélande, et je ne connaissais pas l'Europe. Et donc pour moi, dans un coin de ma tête, mon prochain grand voyage était forcément en Europe. Et quand le doyen de l'université m'a appelé pour me dire « Juan, on a une opportunité pour un programme en France », je me suis dit oui, je fonce. J'avais pas grands attaches, je ne sais pas si on dit ça en français, au Chili, à part ma famille, mais j'étais assez libre pour pouvoir partir. Surtout qu'à l'époque, je pensais que c'était un Erasmus de 6 mois, mais non, je m'étais trompé, c'était plutôt 2 ans. Et il y a une anecdote aussi qui me fait marrer quand tu la racontes, c'est quand tu es arrivé aux États-Unis, un peu démuni, j'ai envie de te Oui, dire. oui, oui, ouais. J'ai un peu honte de cette histoire, mais oui. Ah, si tu veux, on la raconte Non, pas. je la raconte, j'assume tout. À mon âge, j'assume tout. C'était en 2001, je me rappelle parfaitement parce que c'était après les attentats. Je devais avoir 20 ans. Ouais, je devais avoir 20 ans, quelque chose comme ça. Et donc, j'avais économisé toute l'année pour pouvoir partir aux États-Unis travailler. Donc, en décalage, là-bas, au Chili, c'était l'été. Aux États-Unis, c'était l'hiver. Donc, ça m'a permis de passer 3 ou 4 mois là-bas. Et pourquoi les États-Unis? En fait, je trouvais que mon anglais n'était pas assez fluide. Ok. Et que ouais, je suis encore convaincu que pour apprendre une langue, il faut vivre dans le pays. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai appris le français. L'école est très importante pour avoir des bases, mais d'ailleurs, si tu me poses des questions de grammaire française, je suis nullissime. C'est pour parler, ça va, mais On va pas faire ça maintenant. là, pour le coup, je suis pas bon. Et en anglais, effectivement, je n'étais pas assez fluide. Donc, je me suis dit, je vais aller travailler, je vais passer 4-5 mois là-bas. J'avais la chance de pouvoir bénéficier de tous mes mois de vacances d'été pour pouvoir les passer à travailler dans différents pays. Et bon, on a la chance aussi qu'aux États-Unis, n'importe quel Américain vient vous parler pour n'importe quel sujet tout le temps. Donc, obligé de parler. Et j'étais dans un centre de ski à côté de San Francisco et je prenais le télésiège et j'avais quelqu'un qui commençait à me parler tout le long. Je me prenais une bière, quelqu'un s'asseyait à côté, on discutait pendant des heures. Donc, ça m'a vraiment aidé. Et franchement, après ces 4-5 mois, j'étais plutôt fluide en anglais, ce qui est vraiment important, très important pour la carrière professionnelle derrière. Je ne l'avais pas compris comme ça, mais effectivement, super important. Et alors, comment tu as vécu ces 4-5 mois? Ça s'est déroulé comme prévu? Pas tout à fait, parce qu'en fait, j'avais travaillé donc toute l'année pour partir. J'avais économisé, je me rappelle, 1 000 $ pour dépenser en cas de besoin sur place. Je devais chercher du travail sur place. J'avais une visa de travail, mais je n'avais pas de travail. Et j'arrive, je passe police internationale. Je monte dans l'avion, je mange le repas. Et tout d'un coup, je regarde, j'avais une petite pochette, les vieilles pochettes en cuir où tu mets ton argent. J'avais une pochette dans la ceinture. Je ne trouve plus mon argent. Je me suis dit, ça y est, on m'a tout volé à l'aéroport. Qu'est-ce qui s'est passé, etc. Donc, j'arrive aux États-Unis. Je n'avais pas $1. J'avais honte parce que je me suis dit, mon premier voyage en solo, je perds tous mes économies. Donc, je n'appelais même pas ma famille pour leur raconter cette histoire. Ça m'a mis vraiment... En fait, c'est un de mes premiers déclics. J'ai eu plein de déclics dans ma vie. C'est un de mes premiers déclics où je me suis dit, mais en fait, tu n'as pas le choix, là, tu es tout seul. Il faut que tu te débrouilles. Et j'arrive dans ce centre de ski. Il y avait un bar-restaurant qui était ouvert, le seul ouvert à 23h. Et en fait, en parlant avec le responsable de l'établissement, il me dit, mais tu as un drôle d'accent, tu viens d'où? Je lui dis, du Chili.
Il m'a dit, bah moi aussi. Donc lui, bon, c'était un bar-restaurant mexicain, mais lui, il était chilien. Et donc, il m'a dit, pas de problème, Juan, je t'accueille. Donc, j'ai dormi chez lui pendant une semaine. C'est lui qui m'a donné mon premier travail. Et après, ça a déroulé. Tu faisais quoi là-bas? Ouf, qu'est-ce que j'ai pas fait? J'ai travaillé dans un restaurant en tant que commis du chef. Après avoir fait la plonge, évidemment, je déneigeais des chantiers. Donc, je me levais 2 heures avant tout le monde pour déneiger tous les chantiers pour que les gens puissent travailler derrière. J'ai été dans un petit magasin de location d'équipements de ski. Je crois que c'est ouais, je crois que c'est tout. J'ai fait ça pendant 5 mois, donc je tournais en différentes positions. Ouais. Mais 14 heures par jour, par contre. Le rêve américain a un prix. Exactement, exactement. C'est le rêve américain, oui, pour celui qui travaille, en fait. On est payé à la semaine et effectivement, quand je voyais ce que je gagnais par semaine, j'avais pas le temps de le dépenser. Donc, je suis revenu avec, je sais pas, à l'époque, 3 000 $ en poche et une paire de skis neuves, un snowboard neuf. Donc oui, je me suis dit, à l'époque, hein, c'était le jackpot pour moi. Donc, je suis revenu pour finir ma dernière année d'études. Et après, j'ai déclenché sur d'autres voyages derrière. Et donc au final, bon, ça t'a bien forgé, ça t'a appris la débrouillardise. Donc, Ouais. une qualité, je pense, importante aussi pour entreprendre un projet. Comment tu arrives alors en France? C'est dans le cadre d'un Erasmus, je crois, qui a été tout premier Erasmus d'ailleurs, Ouais. monté par ton doyen, enfin de l'université d'époque. Ouais, plus que en fait, Erasmus, je ne savais pas, mais c'est quelque chose européen à la base. Et au fait, au Chili, il y avait un partenariat avec l'université dans laquelle je finissais mon école de commerce et une école à Rouen, en Normandie. Sauf que ça faisait 3 ans que ce partenariat était ouvert et personne ne l'avait réellement utilisé. Personne n'avait déclenché ce partenariat où un élève français avait le droit de partir au Chili et un élève chilien avait le droit de venir en France gratuitement. Donc, du coup, un jour, le doyen de l'université entend tous mes histoires aux États-Unis, en Australie, en Nouvelle-Zélande. Et il se dit, bon, là j'ai un profil de quelqu'un qui apparemment a envie de passer pas mal de temps à l'étranger, donc je l'appelle. Il a entendu ton anecdote peut-être aux États-Unis, c'est ça? J'espère qu'il n'a pas tout entendu, mais oui, il a entendu pas mal d'histoires. Et donc, il m'a convoqué, je ne savais même pas pourquoi. Et donc, il me présente ce programme et il m'a dit, Juan, c'est à Rouen, je ne connaissais pas où c'était, je ne savais même pas le prononcer. Donc, il m'a dit, bon, après 1 an, tu devrais bien parler français. J'ai dit, mais 1 an, il n'y a pas d'Erasmus, il n'y a pas d'échange universitaire. Non, non. Il m'a dit, non, non, tu partirais faire un MBA. Et si tu pars, bah, on te valide ou convalide, je ne sais pas comment on dit, on valide ta dernière année d'école de commerce. Donc, tu ne la fais pas. Tu l'as fait en France, dans cette... bon, ça a changé c'était le SC Rouen, mais maintenant ça s'appelle Neoma. Et donc, faire un MBA de commerce international chez eux. Donc, moi, je faisais 2 années en une et ça me permettait à 23 ans de sortir avec un MBA en poche et une expérience européenne en plus. Donc, pour moi, c'était no-brainer. Je suis parti direct. Et alors raconte-nous, comment ça s'est passé du coup tes premiers pas dans cette classe et puis finalement après dans le monde du travail? Parce que du coup, tu as continué en fait, après ton MBA, tu as trouvé tes premiers postes, Ouais, c'était pas gagné. sûrement tes premières galères, voilà. Ouais, c'était pas gagné. C'était pas gagné. À l'époque, avant ça, mon arrivée, pleine canicule de 2003, Oui. sauf erreur de ma part. C'est ça, je pense. Donc, avec tous mes bagages que je pouvais avoir pour un séjour de 2 ans, partir d'un vol pas cher qui faisait Santiago, Lima, Atlanta, Atlanta, New York, New York, Paris, pour arriver à Paris, essayer à Châtelet de passer tous ces bagages pour aller à Saint-Lazare. Pour les Parisiens, ils vont comprendre. J'arrive à train, j'arrive à Rouen. À Rouen, je devais monter à Mont-Saint-Aignan, qui est tout en haut de la montagne, à Rouen. Tout ça avec 40 degrés, donc c'était horrible. Mais par contre, super bien accueilli, super école. J'ai vécu vraiment le parcours d'une école de commerce que je ne connaissais pas. Et donc, du coup, j'ai pu rapidement m'adapter. J'échangeais régulièrement avec des Français parce que j'étais dans un parcours où c'était
moitié anglais, moitié français. Ça m'a permis d'apprendre le français pendant mes études. Et après, trouver un stage. Sauf que comme mon français était très rudimentaire, aujourd'hui, je regarde mon CV, mes lettres de motivation manuscrites, pleines de fautes d'orthographe. Je me suis dit, c'est normal, personne ne pouvait m'embaucher. J'ai envoyé plus de 700 candidatures avant de trouver un stage à l'époque, je me rappelle. Je me rappelle parce qu'en fait, on recevait des refus de candidature papier par courrier, donc à l'époque. Et donc, je les collais. J'ai l'air d'être vieux là, je me sens vieux. Mais je les Pas du collais. tout. Je te Pas jure, du je me tout. sens vieux. Mais je les collais au mur avec mon coloc. On collait au mur tous les refus. Et j'en avais 3 murs complets de refus. Ça nous faisait marrer à la fin, partout. Mais finalement, j'ai retrouvé un poste à Paris très intéressant pour être responsable Europe de l'Est et Amérique latine commercial. Donc, c'est là où ça a démarré. Donc, premier stage donc, en tant que responsable. Donc, c'était quoi dans une entreprise à taille humaine ou Non. dans un groupe? Ouais, c'était un grand groupe, ça s'appelait la Seita, c'est dans les cigarettes. J'étais pas forcément fier parce qu'en plus je fume pas. Difficile de vendre du coup quand on Donc fume pas. difficile de vendre. Et d'ailleurs à l'époque, pendant l'entretien de recrutement, le responsable il fumait en même temps qu'il me faisait l'entretien, donc je me suis dit c'est un piège. Il me disait tu veux pas fumer? Bon, si on est obligé, on va quand même essayer. Mais non, en fait, c'était la seule société qui m'avait appelé à l'époque. C'était intéressant parce qu'ils voulaient ouvrir le marché d'Amérique latine. Et moi, en tant que commercial, à ce moment-là, j'ai eu une réflexion où je me suis dit, en fait, je vais être en train de vendre des cigarettes, ce qui pour moi est un commerce légal et tout à fait... c'est un commerce comme un autre. Sauf que je préfère être un commercial qui a des valeurs et donc vendre des produits en suivant toutes les règles de ce type de commerce que être un commercial, comme j'en ai vu, dans ce domaine, qui ne suivait pas les règles et qui, à ce temps-là, il donnait des échantillons gratuits dans des boîtes de nuit à des mineurs, où il mettait des pubs à côté des écoles, etc. Tout ce sont des choses qui sont assez réglementées. Donc moi, je m'interdisais tout ça pour dormir tranquille la nuit et pour me dire, ok, c'est un travail, fais-le correctement, honnêtement. Il faut aussi se nourrir. Moi, j'étais tout seul et j'avais pas ma famille qui me soutenait, donc je n'ai pas honte, mais par contre, je trouve que c'est important de faire les choses d'une façon sérieuse et déontologique tant que possible. Puis c'était un stage. Ouais. Donc on va dire que c'était court-termiste. Ouais. Puisque tu arrivais rapidement dans la région au final. Oui. T'as commencé à Mossane. À Mossane-les-Alpilles, à côté de Saint-Rémy-de-Provence, une région magnifique. Je suis tombé amoureux, je n'avais jamais pris le TGV, donc je descends direct, je te racontais cette histoire tout à l'heure. J'arrive direct à Mossane-les-Alpilles et quand la responsable ressources humaines me reçoit, me dit Juan, bonjour, bienvenue. Et moi je lui dis, je ne sais pas ce que je dois vous dire, mais il faut que je travaille ici parce que je suis tombé amoureux. Ça m'a rappelé pas mal le Chili parce que des champs d'oliviers à perte de vue, quelques vignobles, plus de soleil qu'à Rouen. Et j'adore les Normands, donc je ne critique pas, mais il y a quand même moins de soleil qu'ici dans le sud. Et du coup, j'ai été pris à ce poste-là, et là, j'ai été responsable export d'une PME qui vendait des produits alimentaires français, des produits délicatessen français. Donc, c'était assez... dans la shortlist, on était 2, il y en avait un français, ingénieur agronome, et moi. Et on était à la fin, et donc, je me suis dit, la seule chose qui pouvait nous départager, c'était l'anglais. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il faudrait qu'un Chilien pourrait vendre des produits français et être plus compétent, plus pertinent qu'un Français ingénieur agronome? Donc, je me suis dit, ça peut être que l'anglais. Et donc, je lui ai dit à la personne, à mon recruteur en face, je lui ai dit, on va être responsable export, ça serait bien qu'on ait quand même un test en anglais. Et suite à ce test, que j'ai été embauché derrière. Ça a été drôle, mais je ne voyais pas d'autres avantages concurrentiels à ce moment-là. L'anglais n'est pas le fort de... En fait, il y a beaucoup de Français que je conseille de venir et partir à l'étranger, vivre des séjours de 5-6 mois à l'étranger et d'essayer de ne pas rester entre Français, mais de vraiment rencontrer d'autres populations locales. C'est comme ça qu'on apprend.
Et moi, aujourd'hui, quand je recrute de monde dans mon équipe, l'anglais, je passe systématiquement, je bascule en anglais des fois pour voir l'aisance de ces gens-là pour parler, parce que je trouve ça ultra important. Tu as passé combien de temps dans cette entreprise? J'ai passé un peu plus de 2 ans. Et c'est rigolo parce que je pense que 99% des gens parleraient d'un échec. Parce qu'en fait, on n'a pas réussi à être en ligne, en phase avec la direction de cette société. Sauf que moi, j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris. Je montais un département export dans une société là où il n'existait pas. Je faisais les visites d'usine, la traduction des étiquettes, je répondais le téléphone, je faisais tout de A à Z. Donc, j'ai énormément appris. Donc, pour moi, je ne l'ai pas vécu comme un échec. Après, quand je rentre à la maison et que je discute avec ma femme, elle me dit, mais oui, en fait, tu t'es merdé. Elle me dit, ah bah ok, je ne l'avais pas vu comme ça. Mais c'est un peu dans mon état d'esprit. Optimiste. Optimiste, et des fois, j'ai peut-être trop confiance en moi. Et je me dis, bah non, c'est jamais ma faute en fait. Non, je me suis pas trompé. C'est pas toujours bien, hein. C'est pas toujours bien. C'est des fois, avec l'âge, j'arrive à limer cet aspect-là de ma personnalité. Mais par contre, ça m'a beaucoup aidé parce que du coup, je dors encore très bien la nuit. J'avance, je me pose pas beaucoup de questions sur moi-même, et je me dis, bon, les choses vont finir par s'arranger, par s'améliorer, par sortir du trou. Oui, tu alignes les pagnettes. Ouais, j'essaye. D'accord. Et donc la transition, c'est que tu es arrivé du coup encore un peu plus dans le sud avec Marseille. Je pense que je vais finir encore ça. Mais bon, en même temps, moi, je viens de l'hémisphère sud, donc ça m'attire. Mais effectivement, le plus j'avance, le plus je descends. Parce que tu es resté 15 ans chez CMA. Ouais. Tu as commencé d'abord aux lignes, si je ne me trompe pas. Exactement. J'ai été ligne Amérique latine, donc une autre stage. Donc après entre ce poste à Montsant-les-Alpilles et le groupe CMA CGM, j'ai monté ma boîte. Ah. Donc donc là, comme cette expérience s'était pas très bien passée, je me suis dit, bon, ça y est, j'étais resté aussi dans un coin de ma tête, mes 2 copains qui avaient vendu leur société $2 millions en moins d'1 an. Donc je me suis dit, bon, ok, moi aussi je suis capable. Je l'avais montée, cette société. Donc j'ai monté une petite boîte d'import-export avec 2 associés à l'époque qui avaient déjà leur activité, qui m'ont fait rentrer dans leur activité d'import-export. Et donc moi, j'importais des produits chiliens en France, quelque chose d'assez classique, pas technologique, pas scalable. Quoi comme produit? Là, c'est là où tu vas voir l'étendue de mes dégâts. C'est que j'importais du vin chilien et de l'huile d'olive chilienne en France. Donc, il faut vraiment avoir envie. Donc, il faut vraiment être positif. Et bon vendeur. Parce qu'en fait, il y a un dumping assez important en Europe déjà pour ces produits. Mais malgré cela, ça nous a pris du temps, mais on a réussi à référencer ces produits chez Carrefour, chez Monoprix. Au niveau national, pas national, au niveau régional. Okay. Mais j'arrivais à m'en sortir. Et surtout ultra fier parce que je suis quand même assez patriote. Et donc, vendre des produits chiliens, c'est pour moi encore une vraie passion. J'adore ça. Et en plus, c'est des produits de qualité, donc j'ai été fier de les présenter. Et donc, on a vendu des produits chiliens pendant une bonne année, donc le temps de monter tout ça, faire rentrer des produits, faire référencer ces produits et les vendre. Donc 2 ans après, c'était une petite réussite entre guillemets, et c'est là où à nouveau tout bascule parce que un producteur d'huile d'avocat chilien m'envoie des produits en fait qui n'étaient pas aptes pour la consommation humaine. Que j'avais déjà livré chez Carrefour. Donc Carrefour qui m'appelle, il m'a dit, Juan, je suis désolé, qu'est-ce que je fais de ça? Et c'est là où j'ai dit, vous inquiétez pas, je reprends tout, je vous ramène une palette. Et il m'a dit, non Juan, je dois tout détruire et je vais te facturer pour la destruction, et ramène-moi une palette, je t'attends dans 3 semaines. Et bon, là, j'appelle mon fournisseur qui m'a dit, non, je t'ai envoyé de bons produits, sauf que lui, il n'a jamais fait des analyses. J'ai énormément appris de cet échec-là. Parce que j'étais trop naïf à ce moment-là. Et bon, Tu faisais confiance. Je faisais confiance.
faisais vraiment confiance et la confiance n'exclut pas le contrôle. J'ai appris ça en France. Donc du coup, j'aurais dû mieux contrôler. Donc j'ai perdu toutes mes billes à ce moment-là. Et Carrefour, en moins de 3 semaines, il a trouvé un fournisseur pour me remplacer. Et là, j'ai eu un autre déclic où je me suis dit, il faut plus que ça m'arrive. Il faut que j'apprenne de cette expérience-là. Dans le futur, j'aimerais travailler dans un environnement où je peux faire confiance. Et ça, c'est un mot que je pense qu'on va en parler après, mais où je peux faire confiance, faire des affaires, faire du commercial, mais en confiance, être tranquille. Euh, Être tranquille de ne pas se faire arnaquer, être tranquille qu'on te paye tes factures. Enfin, pour moi, c'est un basique des basiques dans le commerce, mais c'est pas toujours respecté. Non, puis l'économie repose sur la confiance. Donc, Bah, en fait, il y a beaucoup de business one shot où tu vois le commercial qui non, en fait, il ne cherche pas la confiance. Et tu vois beaucoup de pyramides. Comment on appelle ça, les pyramides Ponzi. de Ponzi où tu penses que tu es en mode confiance, sauf qu'en fait, pas du tout. On cherche juste à t'appâter pour que tu rentres dans le cercle, donc la pyramide dans ce cas, et appâter plus de monde. Donc moi, à ce moment-là, je me retrouve au chômage en France. Euh, bon, bah là, on n'en a pas parlé, mais moi, depuis que je suis arrivé en France, je me suis marié, je suis encore marié. Et donc, avec ma femme, c'était un peu galère à ce moment-là. Heureusement, on n'avait pas d'enfants encore à ce moment-là. Et du coup, j'ai dû travailler alimentaire tout de suite maintenant. Et c'est là où j'ai commencé à travailler pour le groupe CMA-CGM. Et donc finalement, c'est là où tu as trouvé ta maison avec de la structure et de la confiance. Ah ouais. Ah là, je suis passé, comme on dit en France, du coq à l'âne parce que je passe d'une petite start-up pas escalable et sans grande ambition, pour laquelle aussi j'héritais une stratégie des associés existants qui avaient une quinzaine d'années de plus que moi et surtout qui avaient déjà une expérience dans d'autres domaines, à une énorme machine. Une énorme machine ultra structurée, très studieuse, très carrée, avec des énormes professionnels, des équipes passionnants et ultra compétents, où là, pour le coup, le moindre salarié parlait parfaitement anglais, il avait une expérience internationale, donc il avait des diplômes un peu partout. Donc du coup, ouais, là, je me suis confronté à devoir me challenger fortement sur mes capacités. Pas à me débrouiller, pas à savoir faire des affaires, mais à savoir performer dans une société qui est exigeante et qui attend beaucoup de ses salariés. Oui, il faut délivrer, quoi. Il faut délivrer. Ouais, j'ai eu un patron là qui venait me voir tous les jours et me regardait, me disait bonjour, t'as délivré? Mais c'est rigolo, il me disait t'as délivré cette semaine? En fait, c'est clair que c'est une société qui est très, très bien structurée, très bien gérée. Et du coup, chacun sait ce qu'il doit faire, quels sont ses objectifs, comment les atteindre. Et donc, j'ai énormément appris. J'ai énormément appris, et surtout que j'ai fait 6 ou 7 postes différents en 14-15 ans. Tous dans le milieu du commerce, plus ou moins, et tous dans une progression en prenant deux galons, je ne sais pas comment on dit, Oui, des galants. des galons dans la société, donc positif. Mais effectivement, bah, il y a énormément d'opportunités. Et il y a énormément d'opportunités qui m'ont passé sous le nez aussi, que je ne regrette pas aujourd'hui, mais il y en avait encore plus de choses à faire si j'étais resté. Et d'ailleurs, je pense que c'est de plus en plus compliqué à la fin de quitter ce poste-là au fur et à mesure que tu avances aussi dans les responsabilités, tu as tes équipes, tu apprends justement à délivrer, justement à faire des, entre guillemets, des faits d'armes, Ouais. etc. Donc, comment tu as arrivé à garder un peu ce cap d'entreprendre? Parce que c'était vraiment ça, tu voulais entreprendre, on l'a vu dans ton parcours, tu as tout de suite dès ton enfance, tu as voulu entreprendre. Comment tu gardes ce cap-là quand tu es dans une maison un peu comme ça Bonne question, parce que tu as vite tendance à perdre ce côté
entrepreneuriat quand tu es dans une multinationale. Et Il y a du confort aussi. exactement. Et d'ailleurs, c'est un piège. Il dit souvent le piège du confort, c'est le plus tu avances, le plus tu prends de l'âge et donc tu te dis, ah, il y a plus de risques à me lancer, ce qui n'est pas tout à fait vrai, mais ok. Et le plus tu avances, le plus tu es reconnu par tes pairs, le plus tu as fait tes preuves avec les ressources humaines, le plus tu as à perdre. Et donc, du coup, tu te dis, bon, bah, tu rentres dans un piège du confort où tu te dis, bah, finalement, le plus tu avances, le plus c'est compliqué de te dire, est-ce que je garde, est-ce que je vais au bout de mon rêve. Sauf que moi, mon côté entrepreneur, je suis resté avec une épine dans le pied, épine sous le pied parce que j'avais fait faillite, parce que je m'étais fait arnaquer, parce que j'ai dû mettre la clé sous la porte. Et donc, du coup, je n'avais pas réussi à monter ma boîte et avoir du succès. Donc, c'est resté. Par contre, je suis resté vachement méfiant sur le fait de l'entrepreneur. Je me suis dit, oui, tu es capable, mais méfie-toi. C'est pas un long fleuve tranquille, c'est pas que du bonheur. Tu vas morfler si tu te lances, tu morfles. Et bon, tu connais, hein, donc je c'est pas fait pour tout le monde, quoi. Il faut être ultra résilient, il faut encaisser, il faut savoir se relever régulièrement. Et bon, là, j'enfonce des portes ouvertes, mais il faut vraiment avoir une vision à long terme et se dire, bon, bah, où est-ce que je vais? Est-ce que je suis toujours sur le bon chemin? Sinon tu t'arrêtes, quoi. Et c'est pour ça qu'énormément, 80%, 90% des startups et des boîtes, ils font faillite dans les 2-3 premières années. Donc finalement, tu t'es remis en question après Ouais. le premier échec. Donc c'est pour ça que là, t'as beaucoup appris au final chez CMA. Et je sais que tu as fait, bah, c'est aussi pour ça qu'on se parle, c'est que tu as eu cette casquette intrapreneur aussi chez CMA. Exactement. Tu as monté une activité au sein de ce groupe et tu as toujours cette philosophie d'entreprendre. Parce que, comme tu l'as dit, tu veux pas rester sur ça. Oui. Il faut que tu fasses quelque chose. Peu importe quoi, j'ai l'impression. Mais il faut que tu fasses quelque chose au final, bon, qui est en lien avec tes valeurs, bien sûr. Mais il faut que tu fasses quelque chose. Et du coup, quand on prend tout ça, euh, comment s'est fait le chemin finalement d'arriver justement à déjà prendre de la place dans ce groupe-là et d'arriver à monter une activité? Je pense que c'est pas facile tous les jours. Ouais. Donc j'aimerais bien que tu nous en parles un peu plus et après justement tu nous expliques quel était le déclic un peu pour dire ok, finalement je suis prêt, faut y aller. Ouais. Moi, j'ai eu de la chance, hein, parce que j'ai eu des patrons, des chefs, Olivier, Mathieu, Eric, ils se reconnaîtront, qui ultra ambitieux, mais aussi très bienveillants et qui m'ont donné plein d'opportunités. Donc, quand je te dis que j'ai changé 6-7 fois de poste, j'ai eu 6 ou 7 promotions en 15 ans. Donc, j'ai eu vraiment de la chance là-dessus. Ils m'ont fait confiance, mais ils m'ont fait confiance parce que j'avais aussi un petit profil d'entrepreneur où j'arrivais à prendre des risques, en fait. Je prenais des risques là où tout le monde me dit, Juan, c'est ça le chemin, il faut le suivre. Moi, je le suivais à 80% et je me laissais un 20% de rêve où je me disais, bah, c'est aussi ta boutique, c'est aussi ton département, c'est aussi ton équipe. Donc, je testais des choses. Et à ce côté-là aussi de ça passe ou ça casse. Exactement. Souvent c'est comme ça Et, aussi. je suis passé pas loin de la correctionnelle plein de fois. Plein de fois, sauf que j'ai été aussi protégé par ma hiérarchie qui m'a dit, Juan, en fait, sur les 10 fois où tu as pris de risques, 8 ou 9, tu as réussi, donc je te pardonne la dernière. Et donc, c'est ça que j'attendais. C'est ce que j'ai fait avec mes équipes. Mes équipes m'ont reproché souvent de trop déléguer. Je me dis, mais pourquoi je ne déléguerais pas? Tu fais très bien ton travail et il faut que tu prennes des risques, il faut que tu prennes, que tu fasses tes choix et que tu tentes des choses. J'y crois fortement à ça. Je responsabilise les gens. Je fais très rarement du babysitting dans l'équipe. C'est pas moi. J'ai pas le temps et j'ai pas l'envie. Donc, du coup, pour moi, c'est super important de travailler dans une équipe où on peut se parler, poliment, mais on peut se parler. On se dit les choses. On grandit ensemble parce que il faut écouter ses équipes. Hein, moi, c'est la base. Et du coup, c'est comme ça qu'on fait grandir aussi son activité. Et donc, au sein de la CMA-CGM, du groupe CMA-CGM,
j'ai pu monter différents postes et dans un de mes postes, que j'ai adoré, j'étais en charge de tout ce qui était les grands comptes au niveau mondial pour tout ce qui est perishable cargo et cargo périssable. Mhm. Et, euh, et là, j'ai voyagé dans 42 pays à visiter les producteurs de matières premières alimentaires un peu partout dans le monde, Afrique, Amérique latine, Asie, partout, et à les écouter. Et vraiment les écouter parler, les écouter. Je prenais des cafés avec eux, j'ai visité les plantations. euh, je devais aller changer, troquer mon costume cravate pour des baskets jeans pour aller sur le terrain. J'ai adoré ça. J'ai adoré ça. Je passais mon temps en déplacement. Et c'est là où je me dis aujourd'hui, mon empreinte carbone, je dois vraiment payer mes péchés et passer parce que je pense que je suis pas tout blanc là-dessus. Euh, et j'ai été voir les producteurs. Et c'est là où j'ai rencontré des gens, où j'ai vu les problématiques des acheteurs, les problématiques des vendeurs. Et je me suis dit, il y a un truc à faire. Il y a vraiment un truc à faire. Sauf que là, avec une ambition qui m'avait complètement dépassé, parce que c'était plus Juan Vicuña, c'était qu'est-ce que le groupe CMA-CGM pourrait faire, étant donné qu'il n'y a pas de limite. C'est un groupe multinational avec je crois, son 20 000 employés aujourd'hui, présents dans 60 pays. Donc, ils peuvent tout se permettre. Donc, avec cette ambition-là, qu'est-ce qu'on peut monter? Et c'est là où il y a eu un concours d'innovation, il y a 7 ans maintenant. En interne? En interne. Et il y a eu 450 projets de présentés. Sur les 450, il y a eu le mien, où j'avais proposé de monter une plateforme digitale qui mette en relation des acheteurs avec des vendeurs, parce qu'on avait la data, parce qu'on avait les moyens, on avait les équipes, on avait les bureaux partout dans le monde. Donc, pour les mettre en relation, essayer de réduire les intermédiaires et closer des deals. Donc, ça a gagné ce concours. Et j'ai monté ça en mode intrapreneuriat pendant 5 ans avec une équipe magnifique qui était aussi en mode entrepreneuriat sans le savoir. Hein. Et on a monté ça avec une société sur Paris qui est Miracle, qui a monté la plateforme pour nous. Et je me suis régalé parce que j'ai monté mon petit bébé à l'intérieur de la grande machine avec énormément de moyens. Donc, j'avais besoin d'un avocat, je levais le petit doigt. J'avais besoin de quelqu'un pour la communication, pareil. Une belle vidéo, c'était fait dans le mois. Donc, je me suis régalé. J'ai eu un confort à monter une société, un projet d'entrepreneuriat avec énormément de moyens. Mais après, je voulais aller encore plus loin. Puis oui, et puis tu dis confort, mais bon, tout le temps aussi remplissant des objectifs, etc. groupe. Ouais. Donc dans le sens où tu as une liberté, mais toujours qui reste dans le champ d'action de CMA-CGM, ce qui est bien normal, puisque c'est un projet intrapreneurial. Donc c'est pour ça, j'imagine que tu as voulu chercher une autre liberté, entre guillemets. Exact. Mais c'est de bonne guerre. Et je me rappelle, je parlais avec un de mes sponsors à cette époque-là. Je lui disais, je voudrais qu'on fasse un spin-off. J'aimerais qu'on le sorte complètement du groupe pour aller au fond du projet, pour aller au bout de l'histoire et se dire si effectivement c'est complètement disruptif ou pas. Et il m'a répondu, il m'a dit, oui, Juan, mais regarde où tu es, regarde ton bureau, regarde qui paye les factures, la lumière, etc. Donc, tranquille, quoi. Et c'est vrai. Et en fait, je ne voyais pas comme ça. Je me disais, je suis le patron de mon projet. J'ai le droit, pas le droit, mais je suis pertinent pour demander de faire ce que je veux de ce projet. Sauf que, non, là il fallait négocier. Et c'est normal, il fallait négocier en interne parce qu'il fallait faire ses preuves, il fallait délivrer, il fallait faire ses premiers deals, ses quick wins. Et ça, c'était pas évident. C'est toujours pas évident d'ailleurs. Et c'est intéressant justement. Comment alors finalement on lance comment est-ce qu'on quitte un peu cette machine et comment est-ce qu'on lance une nouvelle activité? C'est on rencontre des personnes. C'est une histoire de personnes. Hein. Moi, je suis resté avec une petite frustration parce que je voulais aller encore plus loin sur ce projet, le rendre plus disruptif, intégrer beaucoup plus de fonctionnalités. Sur un modèle marketplace. Hein. Là, j'ai monté une plateforme digitale pour le monde du B2B
Et pour moi, cette plateforme n'était pas transactionnelle, donc je voulais la rendre transactionnelle et je voulais aller beaucoup plus loin dans le côté RSE. Et là-bas, c'était vraiment sectorisé. Donc le RSE, c'était d'un côté, qui était très bien géré, d'ailleurs ultra ambitieux, mais on n'avait pas un projet qui englobait tout ça. Mm. Et donc du coup, moi, je suis resté avec ma petite frustration de dire, bon, on pourrait aller plus loin sur ce projet ponctuellement. Et c'est là où j'ai rencontré mon associé actuel, donc David Sussman, que lui, pour le coup, c'est un entrepreneur ultra engagé, qui a fait ses preuves dans le business. Donc, il a une très belle société, qui existe depuis 25 ans, qui s'appelle Seafoodia, qui fait le trading des produits de la mer, et qui se porte très bien. Et en plus de tout ça, lui, il a une ONG qui s'appelle Pure Océan, qui est une très belle ONG qui investit sur des projets de R&D pour pouvoir financer des projets qui vont venir nettoyer l'océan, entre autres. C'est un passionné. Et c'est la rencontre avec lui où je me suis dit, OK, si un jour je devais me lancer sur un projet d'entrepreneuriat dans le style où j'étais en train de faire, bah, ça serait avec David. On va revenir un peu plus en détail sur justement cette nouvelle aventure. Ouais. Mais avant, je voulais te demander, donc, quel constat, tu as fait un petit constat, j'imagine, un petit bilan quand même, avant de te dire, OK, Oui, en fait, ça a été en décembre, je me rappellerai, je me suis dit en fait que j'étais déjà au plus haut de ce que je pouvais être. J'étais déjà à la tête de mon petit projet au sein du groupe et que depuis 5 ans et que si je ne pouvais pas le rendre complètement transactionnel ou complètement autonome, bah, j'étais déjà au plus haut. Évidemment, il fallait continuer à le développer, il faut continuer à le développer. Mais moi, en plus, on est en mode retraite ces jours-ci, mais je me suis dit, il te reste 24 ans, 25 ans à faire la même chose. C'est là où je me suis dit, bon, non, je ne me sens pas. Il faut que j'ai encore la pêche, encore. J'ai encore l'énergie pour me challenger, me retester. Et là, je remercie ma femme qui m'a soutenu, qui me supporte plus que bon, dans mon envie là, où je lui dis, ben là, c'est le moment, c'est maintenant ou jamais. Parce que sinon, c'est pas dans 10 ans que je me sentirais de me remettre en question et de me relancer à zéro. Donc là, j'ai eu un déclic et donc je suis parti en très bon terme, hein, en très bon terme du groupe. D'ailleurs, on reste vraiment en contact et que dans mon projet actuel, j'ai vraiment besoin de logistique. Donc, je suis bien content d'avoir des copains encore là-bas. Mais effectivement, c'est à ce moment-là où j'ai décidé de me lancer. Et après aussi avec un certain confort, hein, parce que je suis associé avec un entrepreneur qui a fait ses preuves et qui m'apporte aussi sa vision et son énergie. Donc aujourd'hui, je suis ce que j'appelle dans une start-up de vieux parce que la moyenne d'âge de mon équipe doit être dans les 37-38 ans, ce qui est un peu plus âgé que la moyenne des startups, et que j'ai un bureau et que j'ai des équipes et que je ne suis pas dans mon sous-sol, dans mon garage en train de monter une start-up. Donc, et ça m'a permis de me relancer et me dire, OK, c'est maintenant, les planètes sont alignées. Bon, aujourd'hui, je ne suis pas encore une licorne, donc je vais pas parler de succès, mais par contre, tout, tout, me, tout, me- tout montre à croire que oui, je vais dans la bonne direction et que j'ai les bonnes personnes à côté de moi et que le projet est beau. Le projet vaut la peine de se battre. je voulais savoir, donc tu arrives, donc tu t'entreprends, tu as une certaine vision de ce projet-là, que tu dois partager aussi avec tes associés. Euh, Tu arrives aussi avec cette compétence, j'ai envie de dire, commerciale en fait, très opérationnelle. Un entrepreneur, finalement, il fait un peu tout. Ouais. Comment tu fais ça, ou sinon, c'est quoi ton conseil? Je sais pas, mais comment tu fais justement pour garder le cap alors que tu es vraiment à chaque fois collé la tête dans le business, quoi. Je me fais déjà un meeting
toutes les semaines avec mon board qui m'oblige en fait de mettre tout à plat sur les activités de la semaine et me dire, bon, OK, où est-ce que je vais cette semaine à court terme? Et après, on fait la même chose une fois par mois pour dire, OK, les avancées, où est-ce qu'on a reculé, où est-ce qu'on a avancé. Ça me permet de sortir un peu la tête de l'eau du day-to-day et de continuer à garder le cap. C'est un peu ce que tu as hérité finalement peut-être de la grosse machine, comme tu dis, de Oui, CM1. oui, parce qu'effectivement, là-bas, c'est pareil, c'est une fois par semaine, il faut que tu montes tes chiffres et que tu n'as pas intérêt à montrer des mauvais chiffres. Et donc là, c'est pareil. Là, c'est effectivement, on va dire, le côté académique qui aujourd'hui m'aide à monter le projet. Le côté vision, on le partage avec mon associé et on est ultra aligné là-dessus. Donc ça, c'est pas facile. Hein, Tout à fait. si tu montes un projet qui n'était pas aligné avec ton associé, ce qui est le cas de beaucoup de gens, Ça marche pas. franchement, c'est pas évident. Là, c'est pas le cas. Donc, et on se parle, on se dit les choses et ça, c'est super important. Donc, c'est un des vrais raisons de succès d'un projet, c'est de trouver les bons partenaires, les bons associés. Ça, c'est vrai. Et après, les équipes, moi, je travaille dans une équipe où on se parle très franchement, très ouvertement. Moi, je dis que mon projet ressemble à chacune des personnes de mon équipe. Chacun a intégré quelque chose. Et après, la direction, elle est donnée par moi et par mon associé. Mais par contre, comment arriver à cet objectif-là, c'est fait. Et là, on détourne. Hein, on ne va pas tout droit. Hein, on détourne 10 fois avant d'arriver. Et on revoit le business model. On revoit le business model et le revenu model tous les jours. Pas tous les jours, toutes les semaines. Des brainstorming sans arrêt. On se remet en question. On lit des livres. Je lis plein de livres. On écoute des podcasts. Ça permet vraiment de... En fait, c'est rigolo, là, j'étais en train de lire des livres d'il y a 15 ans. On dirait que c'est des nouveautés. Il y a des choses qui sont ultra applicables aujourd'hui. Il suffit de les lire. Donc ça permet de garder un cap. Et aujourd'hui, vraiment, j'ai envie de dire, tout ce que j'ai vécu pendant 25-30 ans me ramène aujourd'hui ici. C'est-à-dire mon expérience, comment ne pas lâcher l'affaire, comment être toujours se relever. Moi, quand je joue au foot, je suis défenseur, tu vois. Moi, il n'y a rien qui passe. Hein, c'est ça. J'ai jamais fait un but de ma vie. Oui, j'en ai fait un, il était beau, mais tu vois, moi, c'est ça. Tu tombes, tu te relèves, tu t'acharnes, tu n'as jamais l'affaire. C'est ta philosophie. C'est moi. En fait, pour moi, d'ailleurs, mes enfants, je les harcèle de ça tout le temps. J'ai 2 enfants de 8 et 12 ans. Ils pourront te le dire, ils n'en peuvent plus de ne lâche jamais l'affaire, en fait. Ils tombent du cheval et ils se remontent. Ils tombent du vélo, on se remonte, on refait. Il n'y a que ça qui marche. Quand j'étais petit, j'étais un élève qui faisait beaucoup d'efforts, mais j'avais pas de bonnes notes. Donc, ce qui pourrait dire, on n'était pas très intelligent, mais bon, peu importe, on va le dire que c'était comme ça. Plusieurs explications. Hein, Mais bon. Tu peux aussi pas être intéressé. Je sais pas. Je faisais beaucoup d'efforts, je voulais faire plaisir à la famille et je voulais vraiment être dans les premiers, mais j'arrivais pas. Et au Chili, on donne des prix à la fin de l'année scolaire, on donne des prix pour toutes les matières, etc. Pendant 10 ans, je n'ai jamais eu un. Jusqu'au jour où ils ont inventé, je ne sais pas s'ils l'ont inventé pour moi, mais ils ont inventé le prix à l'effort. Oh. Et là, tous les ans, je le gagnais. Pendant 4 ans de suite, je gagne le prix à l'effort. Et mon père, c'est le prix que je préfère. Bon, j'étais son fils, donc il était peut-être fier. Mais il me disait, là, c'est un prix qui me ressemble bien. Parce qu'en fait, oui, ça ne va pas toujours bien. Et c'est pas toujours rose. Et je morfle. Hein, en ce moment, je morfle. Mais par contre, je suis assez positif. Je pense que ça va tourner dans le bon sens. Et que il faut juste se relever et garder la tête froide et continuer à avancer. Et est-ce que c'est quelque chose en termes de culture que tu as mis en place aussi? Comment tu fais? Parce que tu dois le diffuser. C'est vrai que quand on te connaît, il y a quelque chose qui... Ça émane de toi, ce côté-là, justement. Merci. Comment tu fais, justement, pour transposer ça en fait au monde du travail, du business, et puis comment tu fais aussi pour pas fatiguer tes équipes avec ça? Toutes mes équipes, je pense, ils ont été fatigués de m'entendre parler. Et en fait, je suis pas quelqu'un de très carré. Je vais pas faire forcément, et d'ailleurs c'est pour ça que je dois m'entourer des gens comme ça, mais je vais pas avoir des process ultra clairs.
D'ailleurs, dans mon équipe, j'en ai vraiment besoin des gens comme ça, qui ont des process clairs et qui arrivent à me dire, Juan, ça on l'a pas fait, ça on l'a oublié, ça c'était dans la pipeline, il est passé à la trappe. Ou stop. Exactement, exactement. Ouais. Parce que en fait, moi, je suis en train de parler, je communique, je travaille beaucoup et je communique beaucoup aussi. Je parle avec les clients, je participe de tous les meetings, onboarding client, onboarding fournisseur. Je participe presque tous parce que je veux que mon équipe il écoute quelle est la philosophie, quel est le temps, quelle est l'énergie, quelle est l'ambition du projet. Et en fait, je me dis que le plus ils m'entendent, le plus ils arrivent à transmettre la même façon de parler, la même technique d'onboarding, la même envie, la même passion dans leur entourage. Et en fait, moi, je veux travailler qu'avec des gens qui sont convaincus de ce qu'ils font. Donc, moi, plein de fois dans l'équipe, j'ai dit, mais si tu n'es pas convaincu de du projet, il n'y a pas de problème. Mais donc, il faudrait aller voir ailleurs parce que moi, j'ai besoin d'être avec des gens qui ont une envie vraiment de changer les choses, de voir les choses d'une façon plus positive, plus saine, plus humaine. Et j'y tiens vraiment. Je trouve que la vie est beaucoup trop courte et on ne doit s'entourer qu'avec des gens qui t'apportent quelque chose de positif. Et donc, même professionnellement, on passe beaucoup trop de temps au travail, autant le faire avec des gens que tu apprécies. Oui, c'est une manière aussi de les fédérer, Ouais. c'est important pour que justement ils partagent cette vision aussi à long terme et qu'ils fournissent aussi qui participent à l'aventure, qui fournissent des efforts aussi. Ouais. Et alors, pour revenir à ce projet-là, tu les fédères autour de quoi? C'est quoi ce nouveau projet et ces nouveaux objectifs? On n'a même pas dit le nom, tu vois. Là, je c'est suis pour pas ça. fait la autopromotion. Donc, C'est pour ça, j'attends. c'est clairement une discussion de moi. Ah. De moi à 200%. Donc, le Foodia, c'est du marketplace. Foodia, qui est une plateforme qui met en relation des acheteurs avec des vendeurs de produits alimentaires dans le monde du B2B. Donc, tout type de produits alimentaires. On a commencé par le seafood et maintenant, on est avec les fruits et légumes et on va rapidement ouvrir une troisième catégorie pour, in fine, arriver à 7 catégories ouvertes sur tous les produits alimentaires et essayer de connecter les acheteurs avec les vendeurs en enlevant le maximum d'intermédiaires qui n'apportent aucune valeur à la chaîne de valeur. Désolé pour la redondance, mais il n'apporte pas de la valeur parce qu'en fait, entre un acheteur et un vendeur, entre toi et moi, par exemple, toi, tu es acheteur, moi, je suis vendeur, il y en a environ, en moyenne, 6 personnes et chacune prend une petite marge. Et en plus de ça, il rajoute de l'opacité au processus d'achat-vente. On va trouver des traders, des brokers, des douaniers, des compagnies maritimes, des logisticiens, des compagnies d'assurance, etc. Et j'en passe. L'objectif, c'est de rassembler tout ce beau monde au sein d'une one-stop shop, du même endroit, d'une même plateforme, et qui va permettre de faciliter, de créer de la transparence, de créer de la confiance pour qu'un acheteur et un vendeur puissent acheter et vendre des marchandises, savoir exactement ce qu'ils sont en train de vendre et d'acheter, à quel prix, où ils vont les marges, etc. Donc ça, c'est le rêve. Ça, c'est qu'est-ce que c'est Foodia. Ça, c'est le quoi. Ouais. Si on veut dire pourquoi on le fait ça, on a une ambition d'avoir un impact très fort dans l'industrie agroalimentaire. Donc, c'est la vraie envie, le vrai sens du projet Foodia, c'est de pouvoir changer les mauvaises habitudes, et il y en a plein de l'industrie agroalimentaire. Et là, je peux m'inspirer sur des très belles sociétés comme Too Good To Go, qui est contre le gaspillage alimentaire. J'adore ce qu'ils font. Et il y en a plein d'autres. Le but, c'est vraiment de pouvoir rassembler ces deux parties, créer de la confiance. Et après, nous, ça, c'est notre petite sauce interne. Foodia va venir réinvestir fortement, très fortement, sur des projets RSE en lien avec le monde agroalimentaire. Donc, on a fait notre diagnostic RSE par deux belles sociétés qui sont dans l'ouest de la France et qui nous ont cadré le projet. Ils nous ont dit, Juan, ça, c'est le chemin RSE que tu devrais avoir avec cette ambition. Et du coup, on est ultra alignés. Et l'objectif, c'est qu'on puisse avoir un vrai impact. Et donc, pour ça, on a décidé que la seule façon de faire, c'est que l'acheteur et le vendeur,
ils continuent à gagner leur vie en faisant des affaires. Et ça va être Foudia qui va réinvestir de ses propres finances pour venir changer les choses. Donc, pour avoir de l'impact, il faut travailler avec beaucoup de monde et brasser un beau chiffre d'affaires. Et justement, tu parlais de confiance. Comment tu crées cette confiance? Comment ça se traduit au quotidien d'amener de la confiance? C'est une belle question, pas tout à fait évidente. Et j'en ai plein. J'en ai plein d'anecdotes à te raconter. Je ne sais pas si tu as encore une heure, mais en gros, la confiance, elle vient du discours, elle vient de l'envie, elle vient de ton expérience, mais aussi elle vient du fait que, si on parle du digital, que dans ton environnement digital, tu as été capable de rajouter toutes les fonctionnalités qui, chacune d'entre elles, rajoute de la confiance. Donc, la logistique, le financement, le paiement en ligne, l'assurance, le diagnostic, chacune de ces solutions va apporter de la confiance. Si tu arrives à rassembler tout ça, oui, tu as un game changer. Mais c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Et aujourd'hui, il y a une confiance qui vient aussi du fait que on a travaillé avec toi par le passé, où tes bureaux ils sont installés depuis tant de temps en Europe et ça permet de créer de la confiance. La crédibilité. Exactement. Une crédibilité aussi des équipes, du dirigeant et des associés, des capitaux dans le projet. Donc tout ça, ça vient à ramener de la confiance. Aujourd'hui, ce qu'on essaye de faire, ça n'existe pas. Je ne l'ai pas vu dans le monde. Donc, c'est vraiment ambitieux, c'est disruptif. Et si on veut avoir un impact fort dans l'industrie agroalimentaire, c'est une industrie à 10 000 milliards. Donc, il y a de la place. Il faut se donner les moyens. Et là, aujourd'hui, on est dans les démarrages encore. Il nous reste encore une belle année de difficultés, de travail acharné. Mais le but après, c'est d'accélérer rapidement pour pouvoir encore rajouter de la confiance entre ces deux parties. Et quand tu vas avoir, du coup, tu vas les rencontrer, tu vas à la rencontre de ces producteurs? Tout le temps. J'étais la semaine dernière. Et comment ils te voient? Eh bien, très bien. Je suis plutôt satisfait. Tous les producteurs adhèrent à 2000% sur le projet. Pourquoi? Surtout pour ma façon de facturer aussi. Mon revenu modèle fait que ça ne leur coûte rien et je ne rajoute aucun coût dans leur activité tant que je n'ai pas démontré que j'étais pertinent, que j'étais successful. Okay. Donc, j'ai un super accueil au niveau des fournisseurs. J'arrive à avoir aujourd'hui plus de 1000 produits pour les produits de la mer, ce qui est référencé. Pardon? Référencé déjà dans la plateforme avec des vraies offres. Ce qui est vraiment pas mal. Je ne me jette pas de fleurs, mais je suis plutôt fier de ça. Et sur les fruits et légumes, on accélère vite. On a déjà 80 fournisseurs qui sont tous prêts à nous donner entre guillemets, à mettre leurs produits dans la plateforme pour vendre directement et se laisser aider par Foudia pour venir trouver des nouveaux clients. Et donc créer de la confiance pour ces fournisseurs. Donc ça, de ce côté, on n'a vraiment pas de problème. Finalement, la confiance aussi, quand tu appelles ça par des fonctionnalités, c'est de permettre au final à tout le monde de pouvoir mettre en fait ses produits et leur dire, OK, même si ce n'est pas votre cœur de métier de la logistique, puisque vous êtes producteur, nous, on est capable d'apporter ce service-là. C'est ce qui fait qu'en fait, ils sont entre guillemets dans le confort, comme tu le disais, mais... En fait, aujourd'hui... ils sont en galère. Aujourd'hui, ces gens-là, ils sont, je vais te dire, du très basique. C'est des producteurs de bananes, des producteurs d'avocats en Colombie, au Mexique ou au Chili. Ces gens-là, ils doivent en plus de se préoccuper de leurs ressources humaines, de leur production, de la qualité de ces marchandises, ils doivent s'occuper de la logistique, du financement, de trouver du développement commercial, de trouver des nouveaux clients, de son développement, etc., etc. Et donc, ils n'ont pas le temps et ce n'est pas forcément leur point fort. Donc, nous, on vient les aider là-dessus pour leur dire, mettez les produits dans notre plateforme. Vous pouvez vous appuyer sur des vrais experts de la logistique. Là, j'ai passé 15 ans, donc je connais un peu. J'ai un patron d'une grande cash and carry qui est dans l'équipe, qui a une énorme expérience de plus de 20 ans là-dessus. J'ai quelqu'un de la tech, j'ai quelqu'un du marketing, j'ai une experte en finance. Donc, ça commence à faire des gens qui sont plutôt pertinents dans leur domaine et qui vont venir aider des fournisseurs qui n'ont pas forcément les moyens de se développer ou d'avoir tous ces ressources humaines. Et donc, du coup, on va venir
les soutenir, créer de la confiance. Et donc après, on va même les représenter parce que souvent, on discute avec des clients en face en leur nom. Donc, D'accord. et ça, c'est génial parce que quand on arrive là, moi, la semaine dernière, j'ai fait une offre pour un produit, pour des fruits et légumes, à un distributeur français. Je l'ai fait moi-même. C'est moi qui ai envoyé le mail. Et c'est moi. Demain, ça va être tout digital, un parcours 100% digital. Aujourd'hui, il est un peu un mix parce que il faut que je fasse mes early adopters, les aider vraiment et que moi, je puisse aussi comprendre où est-ce que j'apporte de la valeur ou où est-ce que je n'apporte pas. Et c'est là où on a pivoté déjà 4 fois avec mon équipe. Oui, et tu automatiseras après les process Exactement. par la suite. Je dis pas avoir raison, je dis Qui est automatisable ou pas. oui, Ouais. ouais, exact. Mais Ok. je dis pas que j'ai raison, mais je sais déjà ce qui marche pas. Je sais déjà les 4 pivots qu'on a passés qui marchent pas, on les a laissés de côté et maintenant on est en 5e qui tient la route avec un revenu modèle qui devrait nous donner une rentabilité intéressante, avec un revenu modèle qui devrait nous donner une enveloppe pour dépenser dans les RSE assez conséquente d'ici 5 ans. Donc ouais, c'est un peu l'ambition. Bon, c'est pas évident tous les jours, c'est pas facile, on travaille beaucoup, mais par contre, on travaille avec le sourire, quoi. Je sais pourquoi je me lève le matin. C'est dur, mais je sais pourquoi je me lève le matin. C'est important. Et tu peux nous en dire un peu plus sur le revenu modèle? Oui, en fait, mon revenu modèle, ça va être surtout de venir me rémunérer avec chacune de ces fonctionnalités qui va venir se greffer dans cet écosystème, dans cette one-stop shop. Donc, je vais venir facturer une commission pour chacun de ces solutions. Comme ça, l'acheteur et le vendeur peuvent maximiser leur marge. Et moi, je vais venir être un apporteur d'affaires pour toutes ces sociétés qui sont dans l'assurance, dans la banque, dans la logistique, etc. Et qu'eux, c'est des vrais experts. C'est eux qui sont pertinents là-dessus. Moi, je viens les rassembler. Bon, ça a l'air simple quand je le dis comme ça, mais je viens rassembler tout ce beau monde dans ce que j'appelle les champions de toute catégorie. Je viens les rassembler au même endroit. Et tu le revends au marché. Et je leur ouvre des marchés, je leur donne la possibilité de travailler avec des personnes qu'ils ne connaissaient pas, des fournisseurs et des clients qui n'étaient pas dans leur portefeuille. Donc c'est win-win. Et je préfère qu'un fournisseur et un acheteur ils gagnent mieux leur vie qu'un banquier. Mais bon, ça c'est tout à fait personnel. Après, on verra. Sous le respect que je dois à mes copains banquiers. C'est noté. Il faut bien s'entendre avec ses banquiers quand même. C'est mieux. Exactement. Pourquoi est-ce qu'on peut te contacter aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels tu aimerais qu'on te contacte, que tu aimerais échanger justement avec une certaine communauté, certaines personnes, etc. Ouais, j'apprends beaucoup des rencontres. Hein. Je refuse rarement les nouvelles discussions avec différents types de projets parce que ça m'apporte toujours quelque chose. Moi, je ne viens pas de la tech à la base. Donc, je suis un vrai commercial, on en a parlé pas mal. Je suis un vrai commercial terrain. Donc, effectivement, j'ai dû apprendre le langage, apprendre API. Je ne savais pas ce que c'était. Je ne savais pas ce que c'était un back, un front. Je ne savais pas ce que c'était les SEO. Il y a 3 semaines, je discutais avec avec une société qui a une plateforme ici sur Marseille qui me disait « Ah, et c'est qui fait ton SEO ?» Je lui dis « Écoute, ce n'est pas la priorité. » Et il a halluciné. Mais en fait, ouais, je dis pas que j'ai raison, je dis juste que à la base, c'était pas ma tasse de thé. C'était pas là. Et pour moi, quand je vais onboarder des fournisseurs, des acheteurs, c'est pas ce qui les intéresse le plus. C'est Ça pas en le parle pas. digital. D'ailleurs, quand tu leur parles de plateforme digitale, tu dis digital et ça leur fait peur. Tu dis plateforme et ça y est, c'est bon. Ce qui est assez hallucinant. Donc du coup, d'ailleurs, je lisais le livre de Mission Blablacar que j'aime beaucoup. Et Mazella qui disait qu'il avait démarré pareil. Il a un moment, et donc j'ai lu, ça m'a fait rire. Il avait lu un moment et disait quand je vais voir le banquier, je ne lui parle pas de digital, je ne lui parle pas de start-up. Sinon, son premier banque, la première banque, il n'arrivait pas à ouvrir ses comptes. Faut vulgariser. Exactement, faciliter un peu le discours. Et ça, c'est pour moi, c'est ultra simple. Parce que comme j'ai dû l'apprendre, pour moi, c'est facile de le traduire. Et donc moi, si tu me demandes qui je souhaite rencontrer, moi, c'est vraiment... C'est en lien avec tes enjeux, j'imagine. Oui, c'est ça. C'est moi, aujourd'hui, j'ai vraiment besoin, en fait, de venir discuter avec des distributeurs, avec des importateurs, avec des grandes chaînes qui souhaitent se faciliter la vie et sourcer des nouveaux produits alimentaires. Donc, des gros industriels,
des importateurs, des distributeurs qui souhaitent que je puisse gérer l'onboarding fournisseur, le KYC, donc l'onboarding, comme on dit ça en français, la due diligence des fournisseurs, que je puisse checker s'ils sont fiables ou pas, et qui s'occupent de la logistique, souvent du financement ou au moins aider avec le financement pour amener le conteneur au Havre, à Dunkerque. Et bon, ce type d'industriel européen, Tes partenaires. j'aimerais qu'ils viennent et qu'ils soient mes partenaires pour créer moi, je travaille déjà avec quelques-uns, mais le but, c'est de vraiment grandir là-dessus pour que je puisse créer les premiers early adopters, les premiers quick wins avec eux, les traiter aux petits oignons avec un service client irréprochable, apprendre d'eux quel est leur vrai besoin, où est-ce que je peux vraiment créer de la valeur. Est-ce que je ne suis pas complètement à côté de la plaque quand je leur propose cette solution de leur amener un conteneur de n'importe quelle marchandise alimentaire en France, ou que je dois juste encore affiner ma proposition de valeur. Donc moi, c'est là où j'ai besoin de rencontrer des gens. Après, effectivement, dans tout ce qui est intelligence artificielle, SEO, marketing digital, etc., oui, c'est toujours intéressant pour moi. Des gens qui puissent m'inviter pour... Sur le côté innovation, j'imagine. Exactement, côté innovation, ou me faire participer des salons ou des rencontres pour rencontrer d'autres entrepreneurs, ça m'intéresse, tout ça. Ou si quelqu'un veut m'inviter au match de rugby de la Coupe du Monde à Marseille, ça m'intéresse aussi fortement. J'ai du mal à avoir des places. Je suis aussi intéressé, si jamais... Oui, en plus, le Chili, je crois, invité surprise de la Coupe du Monde. Donc, c'est dommage. Donc, je ne peux pas le rater. Je peux pas le rater. La question, elle est plus un peu perso, là. C'est, tu penses que dans 5 ans, toi, tu feras quoi? Écoute, dans 5 ans, mon but, moi j'aime et j'aime pas quand on parle de licorne, mais mon but dans 5 ans, c'est que Foodia devienne une licorne, ce qu'on appellerait une licorne RSE. Donc, ça veut dire qu'une licorne qui destine une partie très importante de ses finances, de sa marge pour aller financer des projets RSE. Que ça soit l'acteur incontournable, au moins européen, des industriels dans le B2B food, agroalimentaire, qui souhaitent acheter et vendre des marchandises. Donc ça, c'est mon ambition. C'est notre ambition à Idaïd, ultra forte. Mais dans 5 ans, moi, c'est le temps qui devrait me prendre pour arriver là, si tout va bien. Donc, je touche du bois sans faire trop de bruit. Donc, dans 5 ans, c'est mon ambition. Et effectivement, je te cache pas que j'aimerais aussi pouvoir lever un peu le pied pour pouvoir être plus présent pour ma famille, mes enfants, ma femme. Et profiter aussi, aller voir plus souvent ma famille en Amérique latine, profiter un peu plus de la vie parce que c'est vrai qu'aujourd'hui les jours sont courts, mais oui, ça c'est le but dans 5 ans. Et après, aider d'autres entrepreneurs, peut-être dans le digital, mais pourquoi pas dans d'autres domaines, pour venir les conseiller, voir les financer, voir les incuber. Tout ça, ce serait vraiment génial. Ça serait génial de pouvoir continuer à donner une impulsion des entrepreneurs en France. Ça, ce serait génial pour moi. Et après, avoir une reconnaissance entre ma double casquette Chili-France, qu'on dit souvent, ah, tu as 2 patries, oui, ou aucune. Souvent, on te dit, oui, c'est génial pour toi, t'es chilien et français. Oui, ou aucun des deux. Donc, moi, j'aimerais bien aussi qu'il y ait ce côté, bon, c'est un peu égocentrique, mais c'est le côté reconnaissance des deux côtés pour dire, en fait, tu as réussi un peu à lier le meilleur des deux mondes. Ça me tient à cœur. C'est une belle vision que tu as. En fait, c'est dans le prolongement, en fait, finalement. C'est de se dire, OK, que ça s'arrête, la vie s'arrête pas, en fait, à un projet. L'entrepreneuriat, c'est vrai que il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de limite, c'est juste l'imagination. Donc finalement, s'il y a quelque chose qui marche bien, ou il y a un retour, pourquoi ne pas continuer à prolonger cette aventure entrepreneuriale, à rajouter des petits. Donc, et en plus, je ne sais pas si je me tire une balle dans le pied en disant ça, mais j'ai entendu un entrepreneur ultra intéressant que j'ai entendu dans un autre podcast. Je ne sais pas si on peut le nommer. tu peux. Oui, Generation Do It Yourself, que j'aime bien.
Très bon podcast, hein, je le suis aussi. Ouais, ouais. Et en fait, il disait que des fois, tu es le bon CEO, mais pas toujours. Tu es le bon CEO, mais pour une période ou pour un moment donné. Pour starter, par exemple, ou après, Exactement. tu es plus dirigeant, En etc. fait, pour avoir une vision, former l'équipe, parce qu'il ne faut pas oublier, tu n'as pas la bonne équipe, tout le reste, ça sert à rien. Tu as la bonne équipe, tu vas savoir pivoter, tu vas savoir changer d'idée pour aller dans le bon sens du projet. Mais si tu n'as pas la bonne équipe, tout seul, tu ne vas pas réussir. Donc, mettre en place l'équipe, donner l'énergie et l'impulsion tous les jours pour pouvoir aller dans la bonne direction. Mais après, quand il faut faire un escalier ou un escalier up, bah, peut-être que tu n'étais pas la bonne personne à ce moment-là. Et à ce moment-là, bah, s'il faut filer les clés pour que la suite du projet soit toujours d'actualité, bah, il faut le faire en fait. Oui, l'objectif, c'est la pérennité. C'est ça. Et que surtout quand tu as envie que ce projet te transcende, quand c'est plus grand que toi. Ouais, beyond, ouais. Et donc si tu arrives à faire ça et que tu arrives à dire, bon, ok, bah, mettre ton ego de côté, ce qui n'est pas toujours facile pour moi, bah écoute, bah, tu sais pourquoi tu le fais en fait. C'est pour que ces fournisseurs que tu vois et que bah, j'ai eu une fois une expérience qui était assez marquante pour moi. J'avais onboardé un groupe d'entrepreneuses femmes en Colombie. Euh, la, la- la responsable, elle était en pleurs et me disait, Juan, ça fait des années qu'on cherche une société comme la tienne qui va nous épauler, qui va nous représenter, qui va nous aider, nous conseiller pour pouvoir vendre nos marchandises. On s'est fait arnaquer déjà 3 fois, on a perdu tant de moyens pour ouvrir un bureau ici et là, etc. Elle m'a fait trop plaisir parce que je me suis dit, ah non, ça m'a pas fait plaisir de la faire pleurer, mais ça m'a fait trop plaisir de me dire, c'est pour ce genre de personnes que je monte ce projet. C'est pour pouvoir aider ces genres de personnes qui ont vraiment besoin, qui ressentent le besoin. Et en plus, c'est une discussion ultra positive et ultra bienveillante. Donc, Enrichissante aussi. ouais. Donc, du coup, tu es content. Tu es content de faire ces choses-là. Et moi j'y crois à fond. Et c'est là où je retrouve un peu ce que tu m'as demandé au début, d'avoir un travail qui a du sens. Et c'est là où, moi, à un moment, je voulais être pompier, je voulais être médecin, des métiers qui. Tu as- Il y a une utilité, c'est oui, sûr. t'es utile, quoi. Tu sais pourquoi quand tu sauves quelqu'un, ça, c'est ultra fort. Bon, nous, on est très, très loin de ça. Mais par contre, si je peux permettre à venir financer, par exemple, des études, des gens en difficulté, pour qu'ils puissent avoir je sais pas, une formation RSE plus poussée dans leur domaine, dans l'agriculture, mais c'est génial. Je rêverais d'arriver avec une enveloppe et pouvoir financer des bourses d'études pour des jeunes étudiants ou de venir avoir un impact sur la réduction du carbone ou la protection de la biodiversité. On a réussi à protéger ces forêts ici, ces forêts-là. Et c'est un domaine que je ne connais pas d'ailleurs, hein. C'est pour ça que nous, on sous-traite aussi l'investissement RSE. On ne le fait pas nous-mêmes parce que je ne veux pas être... Tu donnes à des experts. Exactement, je le donne à des vrais experts parce que je considère que je ne suis pas assez pertinent. Pourquoi on donnerait de l'argent à Juan Vicuña pour investir sur des projets RSE? Ben non, même moi, je ne me le donnerais pas. Donc, je trouve ça intéressant de le faire, mais avec des vrais experts. Et c'est là où on vient s'entourer des vrais gens compétents. Et encore une fois, tu amènes du coup plus de confiance peut-être. Exactement, parce que je ne vais pas donner de nom parce qu'on n'a pas finalisé encore les sociétés, les ONG avec lesquelles on va travailler. Mais si tu dis que la compensation carbone sera faite par Carbone 4, allez, disons le nom. Bon, bah, tu es tout de suite plus crédible parce que eux, ils ont une belle équipe et qui travaillent que là-dessus. Et que leur métier, c'est de voir, bon, bah, je connais mal leur métier, voir vraiment comment l'activité humaine elle a un impact sur le carbone et comment on devrait le réduire, etc. Et comment le mesurer, scope 1, 2, 3, etc. Donc tout ça, c'est à eux de le faire. C'est pas mon métier. Et donc moi, je fais du commerce, mais je sais faire du commerce. Et donc ça, pour le coup, j'ai envie qu'on me fasse confiance. Et c'est là où j'ai besoin des partenaires, plus que des investisseurs, plus que aussi du recrutement, hein, des gens qui souhaitent aussi travailler dans ce type de projet. Ça m'intéresse fortement. Mais par contre, oui, surtout des gens qui veulent travailler dans ce sens, des gens qui veulent acheter des marchandises, des fruits et légumes en Amérique latine, en Afrique, en Asie, du seafood, etc. Signer des partenariats d'exclusivité ou signer des partenariats
très rapproché avec des fournisseurs pour faire des dossiers ou des projets, ça, on peut les aider. Super initiative. Elle est live, la plateforme, hein. Tu peux déjà aller la voir. Elle est Foodia.io, mais elle est déjà active. On commence déjà, on a une certaine activité, mais par contre, on est loin du compte au niveau ambition, donc il faut encore qu'on ne lâche pas l'affaire. Par rapport à ces projets-là, donc même à plus lointain, euh, quel regard tu portes sur Marseille? Est-ce que c'est quelque chose que tu vas continuer de faire dans l'entrepreneuriat aussi sur Marseille? Qu'est-ce que tu en penses en fait au final de cet écosystème-là marseillais? Ah ben, je trouve que c'est très intéressant. Il y a beaucoup de choses qui se passent à Paris, c'est indéniable, mais par contre, il y a des très, très beaux projets à Marseille. Il y a des entrepreneurs ultra engagés, des entrepreneurs ultra motivants et passionnants que j'ai rencontrés à Marseille. Euh, il y a vraiment quelque chose à faire. En fait, on n'a pas besoin de prendre le TGV On peut ici trouver des sociétés ultra pertinentes pour vous suivre sur tous les dossiers. Légal, commercial, Nextra, je me suis fait accompagner par vous plusieurs fois et j'ai été ravi. Donc, oui, je pense qu'il y a vraiment un écosystème. En plus, c'est agréable de travailler à Marseille. On a un cadre qui est vraiment sympa. Pour moi, le plus beau port du monde. Et franchement, il y a aussi toute c'est une ville multiculturelle, donc on s'enrichit aussi des gens de différentes origines et pour moi ça c'est ultra important dans mon équipe. J'ai autant de nationalités que des personnes, quoi. C'est assez drôle. Donc du coup, ça c'est vraiment typique de Marseille. Et du coup, moi, je conseille vraiment aux investisseurs de continuer à croire en cette ville et aux entrepreneurs de ne pas partir. Il y a vraiment de quoi faire ici. Donc tu vois une terre pleine d'opportunités. Oui, ouais, clairement. C'est que le commencement. Oui, je pense que pour moi, il y a... Bon, après, moi, je suis sur un projet qui est vraiment à l'international. Donc, Oui. moi, la France, c'est un marché de plus par rapport à d'autres. Donc, moi, je vais vendre de la France pour aller acheter ailleurs, ou le Français va acheter un produit d'Amérique latine ou ailleurs. Mais par contre, oui, il y a énormément de quoi faire en France pour les entrepreneurs locaux, nationaux. La dernière question, peut-être. Nous, on aimerait toujours t'aider. Ah. C'est un peu le but aussi de ce qu'on crée ici, comment dire, de toujours trouver en fait du lien entre les personnes. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est toujours apporter de la valeur, quelle qu'elle soit. Donc, on t'a demandé de réfléchir à un challenge que tu aurais pour nous. Est-ce que tu as réfléchi à ce challenge? C'était compliqué, hein. Même de réfléchir au challenge, c'était compliqué pour moi. Mais oui, non, vas-y, on va voir si cap ou pas cap. Mais je me suis dit que trouver un vrai partenaire qui a envie d'être moteur sur ce type de projet, un industriel ou une chaîne de supermarché qui a envie de s'appuyer sur toute la partie sourcing via Foodia, ça pourrait être un beau challenge. Et c'est là où je pensais à Michel-Édouard Leclerc pour voir s'il serait intéressé par un projet de ce type. Donc le challenge, ce serait de te mettre en relation avec... Que je puisse lui pitcher le projet Foodia. On verra. Écoute, je pense qu'on accepte. Ouais, ça serait intéressant. Surtout, je pense, pour avoir sa vision. Sa vision, sa vision sur ce type de projet, comment il voit les choses. Je trouve qu'il est assez inspirant. Et donc, ouais, ça pourrait être un peu de challenge. D'accord. Donc, Monsieur Leclerc, on va essayer de vous contacter très prochainement. S'il vous plaît, n'envoyez pas vos secrétaires répondre. Ouais. Sinon, qui me contacte directement, je dirais que ça vient d'un extra. N'hésitez pas à contacter Ron. Ou que Mathieu Stéphanie m'appelle et me disent Juan, on voudrait faire un partenariat avec Nextra pour faire un nouveau podcast. T'imagines? Ça serait pas mal. Ça. Ah, ce serait top. Allez. Merci pour d'avoir suivi cette vidéo, ce podcast. D'avoir bien accueilli aussi Juan Vicuña. Vous pouvez le retrouver, donc on mettra ses coordonnées, son LinkedIn. Alors pas personnel, mais en tout cas, il y aura son LinkedIn, il y aura le site sur le site foodia.io.
Et en attendant qu'on se retrouve pour d'autres épisodes, n'hésitez pas à regarder notre académie, puisqu'il y aura plein de nouveaux contenus qui vont arriver. Merci à tous. Au revoir. Merci. Merci Juan. Merci beaucoup, Daniel. À très bientôt. À bientôt. Ciao.